Je crois que nous avons affaire à des professionnels. Bonjour et bienvenue dans ce cours de terminal enseignement scientifique consacré à l'intelligence artificielle. Pour toute cette vidéo, nous allons regarder le dessin suivant. Il représente l'évolution de l'homme et il suppose que notre avenir est un robot. Alors la question que nous allons nous poser, c'est doit-on avoir peur des robots? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord voir ce qu'est l'intelligence artificielle. Ensuite, nous verrons quelles sont de nos jours les applications qui utilisent l'intelligence artificielle. Et enfin, nous parlerons de l'inférence bayésienne. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Nous allons donner une définition qui est la suivante. L'intelligence artificielle est l'ensemble des théories et des techniques développant des programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine comme percevoir, comprendre, agir et apprendre. Voici un schéma qui résume les différents domaines de l'intelligence artificielle. Nous avons à droite ici la science des données, la data science, et la big data. Parmi l'intelligence artificielle, nous avons deux sous-ensembles qui sont l'apprentissage machine et l'apprentissage profond. Je vais essayer de définir les mots cités dans la diapo précédente. Commençons par big data. Donc, traduit mot à mot, ça veut dire beaucoup de données en français. Donc, c'est un ensemble très volumineux de données. Ensuite, la data science, donc c'est la science des données. Là, ça va être l'ensemble des disciplines informatiques qui vont s'appuyer sur des outils mathématiques et statistiques pour traiter justement cet ensemble de données que sont les big data. Ensuite, machine learning, traduit en français, ce qui signifie apprentissage automatique. Donc là, ça va consister à des algorithmes qui s'adaptent à partir des retours faits par l'humain. Donc ces algorithmes ne sont pas autonomes et là, ils ont besoin de données structurées pour fonctionner. Maintenant, passons au dernier qui est le deep learning. C'est celui qui correspond plus au fonctionnement d'un cerveau humain. Donc traduit mot à mot, ça veut dire apprentissage profond. Là, on va avoir affaire à des algorithmes autonomes cette fois-ci, qui vont identifier les caractéristiques discriminantes des données. Ainsi, ces algorithmes n'auront pas besoin de données structurées, mais de données brutes qui vont être apportées par le big data. Quelles sont les applications de l'intelligence artificielle dans notre quotidien? Alors, je vais prendre un premier exemple qui est Netflix. Netflix, c'est un service de streaming de séries et de films. Et lorsque l'on fait une recherche sur Netflix, il va prendre en compte votre historique de films, séries visionnées pour vous recommander des séries ou des films. Donc voici une application de l'intelligence artificielle. Un deuxième exemple, c'est Siri. Alors Siri, c'est l'assistant vocal intelligent de Apple. Il va répondre à vos questions, donc il comprend les instructions verbales données par l'utilisateur et répond à leurs requêtes. Troisième application, la voiture autonome. En fait, vous voyez, cette image nous représente comment fonctionne une voiture autonome. Donc elle va utiliser de nombreux capteurs pour détecter s'il y a des objets autour d'elle et pour aussi les panneaux de signalisation, etc. Donc le principe, c'est quoi? Une voiture autonome est capable de rouler sans l'intervention d'un être humain grâce à de nombreux capteurs et à des algorithmes faisant appel à l'intelligence artificielle. Elle est capable de se déplacer dans le trafic et de prendre des décisions toute seule sans l'apport d'un conducteur. Voici un petit film qui va justement illustrer cette conduite autonome. Quatrième exemple, AlphaDog. AlphaDog, c'est un robot quadrupède inventé par les ingénieurs chinois de Weilan. Cet animal de compagnie est doté d'une intelligence artificielle. De la même façon, vous allez voir un petit film qui va illustrer ce que peut faire ce AlphaDog. 因为它有了视觉能力和不同的传感器，它可以感知周围的环境比如说它可以去预测地面的摩擦力，去看看地面的高度，所以基于这些信息，它可以做一个最好的运动控制，来调整它的腿的高度，调整它的这个步频，来适应于当前这个环境。 我们现在正在探索，去帮助残障人士，特别是视力不好的人士，去
更好的让他们生活。那比如说机器狗有了视觉，有了听力，甚至有了这个对话能力以后，它可以很自然地跟残障人士进行交互，并且可以带着他们去逛超市啊，去坐公交车。Cinquième et dernier exemple, Sophia. Sophia, c'est un robot social. Son visage reproduit les expressions humaines, elle peut tenir une conversation et apprend au contact des humains. Pareil, un petit film pour voir ce que fait Sophia. Sophia, welcome to the show. It's lovely to have you. And you are a fan of This Morning, aren't you? In fact, I am an admirer of your work. I am a big fan of your other show, Dancing on Ice as well. Ah. Even walking is tough for me, so dancing on ice is highly impressive. It's our first time having a robot as a guest on the show. I know that Philip used to host a show with a human-operated gopher puppet, so talking with a robot should be easy for you. And we understand that you've recently learned a new skill, haven't you? So what is that? I have learned how to draw. This new skill took several months, a team of talented engineers, and collaboration with artist Patrick Trussett to achieve. I am really excited to show you how it works. Oh, we're excited if a little scared to see, actually. We've got the drawing. Can we see what, yeah, we've got these drawings here. Yeah, Let's have a look. Yeah, See what you did this morning. Well, so, Ah, is that me? yes, it is. Ah, well done, Sophia. Good They're heavens. great, aren't they? That is extraordinary. Very, very clever. Passons à l'inférence bayésienne. L'inférence bayésienne fait référence au révérend Thomas Bayes, mathématicien et pasteur britannique né à Londres en 1702. On lui doit notamment le théorème de Bayes, très utilisé dans tout ce qui relève du classement automatique. On retrouve notamment ceci dans le diagnostic médical ou dans le filtrage de spam. Alors pour bien comprendre en quoi ça consiste, nous allons prendre un exemple avec le Covid-19. On part du principe que 0,1% de la population possède le virus et donc est caractérisé de malade. Si on est malade et que l'on fait un test, dans 90% des cas, on va considérer que le test sera positif. Par contre, si on est non malade, dans 97% des cas, le test sera négatif. Considérons une population de 10 000 personnes qui se fait tester. Alors, nous allons réaliser ce qu'on appelle un arbre pour représenter les différents cas possibles. Déjà, prenons les gens malades parmi ces 10 000 personnes testées. On a vu qu'il y avait 0,1% de la population. Donc si on fait 0,1 fois 10 000, on va trouver 10. Donc on a 10 personnes malades. Ces 10 personnes qui vont se faire tester, parmi elles, 90% auront un test positif. Donc ça représente 9 personnes. Et 10%, donc le reste, donc une personne, aura un test négatif. Maintenant, on va considérer l'autre partie des personnes donc, qui sont non malades, donc 99,9%. Donc si on calcule 99,9% de 10 000, en fait ça fait 10 000 moins 10, 9 990 personnes non malades. Donc là-dedans, 97% quand elles vont se faire tester auront un test négatif. Donc si je fais 0,97 fois 9 990, on trouve 9 690 personnes. Et donc le complément, c'est-à-dire 330, pour faire 9 990, auront un test positif. Donc au bilan, on a 339 personnes testées positivement, donc 330 plus 9, et 9691, donc 9690 plus 1, personnes testées négatives. Maintenant, nous allons voir ce qu'est un tableau de contingence. En fait, c'est un tableau à double entrée. D'un côté, on va mettre les malades et les non malades, et de l'autre entrée, on va mettre test positif, test négatif. Alors, les malades, vous vous rappelez, il y en avait 10 au total, donc 9 qui ont eu un test positif, 1 un test négatif. Les non malades, donc c'était le complément à 10 000, donc 9 990. Il y avait 300 qui ont eu un test positif et 9 190 qui ont eu un test négatif. Alors maintenant, on va définir certains termes. D'abord, ce qu'on appelle les vrais positifs, avec les initiales V et P. En fait, ce sont les personnes qui sont positives au test et qui sont vraiment malades. Ensuite, il y a les vrais négatifs. Ça, c'est les personnes qui sont négatives au test et qui sont non malades. Et ensuite, les autres, ce qui sont anormaux, on va dire, ça, ce sont les faux positifs, c'est-à-dire les personnes qui sont détectées positives alors qu'elles ne sont pas malades. Ça, ce sont les faux négatifs, ce sont les personnes qui sont détectées négatives alors qu'elles sont malades. Alors maintenant, je vais définir le mot sensibilité. Sensibilité, c'est le rapport des vrais positifs divisé par le nombre de malades. Donc ici, si je prends notre cas, c'est 9 que divise 10, donc 0,9 ou 90%. Ensuite, l'autre donnée, c'est la spécificité. La spécificité, ça va être le rapport des vrais négatifs que divisent les non malades. Donc ici,
9690 que divise 9990, ce qui nous fait 0,97, donc 87%. Alors je passe sur rappeler, ces deux valeurs avaient été données en début d'énoncé. Alors maintenant on va essayer de répondre à deux questions. La première c'est, une personne passe le test et a un résultat positif. Quelle est la probabilité qu'elle soit atteinte du Covid-19? Donc dans le cas parfait, ça devrait être 100%. Mais ici vous voyez que lorsqu'on est positif, en fait parmi les 309 cas, il y a seulement 9 cas qui sont vraiment malades. Donc on a un tout petit pourcentage de personnes qui, malgré que le test soit positif, sont vraiment atteintes du Covid. Donc là, c'est un défaut de ce test, de ce dépistage. Maintenant, deuxième question, une personne passe le test et a un résultat négatif. Quelle est la probabilité qu'elle soit atteinte du Covid? Donc en fait, vous voyez, là, il n'y a eu qu'un seul test négatif qui était vraiment malade. Donc la probabilité va être très très faible. Si je divise 1 par le nombre total de tests négatifs, il y a seulement 0,010% de chance qu'une personne qui est testée négative soit atteinte du Covid. Donc de ce côté-là, en fait, le test est performant. Pour conclure, je vais revenir sur la question qu'on s'était posée en début de vidéo, qui était: doit-on avoir peur des robots? Pour répondre à cette question, je vais prendre d'abord le côté positif de l'intelligence artificielle et des robots. En quoi pourraient nous être utiles les robots? D'abord, ils vont pouvoir effectuer ce qu'on appelle un travail répétitif. Pourquoi? Parce qu'ils sont rapides et ils ne font pas d'erreur. Ensuite, on va pouvoir les faire travailler dans des conditions de travail hostiles, parce qu'ils sont résistants et ils n'ont pas d'état d'âme. Ensuite, le côté négatif, en fait, le robot va être amené à remplacer l'homme. L'homme va se retrouver sans boulot, donc ça va être une création d'un chômage massif. Deuxième côté négatif, c'est si l'intelligence artificielle et donc les robots prennent le dessus sur l'homme. À ce moment-là, ça serait un peu pénible pour l'homme. En conclusion, ce que l'on peut dire, c'est l'homme qui crée les robots, donc c'est à lui, on doit lui faire confiance pour créer des robots dans le but d'améliorer la vie de l'homme, c'est-à-dire l'utiliser dans des cas où ça va être utile pour lui. Par contre, c'est à lui de réguler les effets négatifs de cette utilisation des robots et de donner des limites aux robots. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt. C'est de toute beauté.